Bonjour à toutes et à tous, tout d'abord. Alors on peut dire qu'à l'occasion de ce cycle dédié bien sûr à la frontière qui rentre dans le prix Leonora Miano, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Hajar Hazel à nos côtés, ainsi que les étudiants de l'Université de Lorraine et le personnel de la bibliothèque universitaire. Alors malgré un contexte particulièrement difficile et qui d'emblée replace, je dirais, la question des frontières au centre des débats après tout simplement, et malheureusement devrais-je dire, l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Imaginé par le Centre de recherche sur les médiations et le Centre de recherche en géographie que nous évoquions tout à l'heure, le prix Frontières Leonora Miano, en tout cas, est porté à la fois par l'Université de Lorraine et l'Université de la Grande Région, mais bien sûr en partenariat aussi avec un certain nombre d'opérateurs culturels, la Maison des écrivains et de la littérature, bien sûr, mais également le Livre à Metz, Festival littérature et journalisme, le réseau des bibliothèques, médiathèques de la ville de Metz, la librairie Autour du Monde à Metz, et celle que nous allons retrouver ce soir à 18h lors de la prochaine rencontre, cette fois à la librairie Le Hall du Livre à Nancy. Alors, en tout cas, je salue les nouvelles arrivées qui nous rejoignent tout de suite. Je suis très heureuse de vous présenter Hajar Hazel, jeune écrivaine marocaine qui est née à Rabat donc, en 1992. Elle est arrivée à Paris à 18 ans. Ensuite, a suivi un cursus universitaire, classe préparatoire, HEC, puis un master de philosophie. Elle travaille dans le domaine des technologies civiques, elle nous en dira peut-être plus tout à l'heure, mais également une certaine inventivité qui l'a amenée en tout cas à confonder un web magazine et également une agence culturelle, honorient.com, qui célèbre en fait les artistes et les cultures émergentes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Alors, Hajar a publié un premier roman que vous pouvez découvrir ici, intitulé « L'envers de l'été » aux éditions Gallimard en 2021. Alors, une première question, qui est d'ailleurs un rituel de notre cycle, où là, je souhaiterais t'interroger en tant qu'écrivaine sur ta vision, ou en tout cas ta conception de la frontière, sous tous les sens, en sachant justement que l'envers de l'été raconte justement le rapport à la terre originelle, à la fois magnétisé, mais peut-être fantasmé, on peut le dire, et qui met, je dirais, aussi en question, en tout cas qui interroge les territoires. Tout d'abord, je suis vraiment ravie d'être là. Donc vraiment, merci pour cette invitation. Aussi autour de ce thème, qui est un thème qui m'est très cher, qui me hante en fait, pour être plus précise. Et puis aussi sous l'égide de Leonora Miano, qui est une écrivaine que j'admire beaucoup. Donc vraiment, je suis très très contente. Peut-être pour commencer sur le thème des frontières. En fait, pour moi, la frontière, je la vis à travers trois grandes dimensions. Déjà, j'ai toujours été très sensible aux frontières. Les toutes premières frontières que sont les peaux. Ça m'a toujours fasciné comment, finalement, chacun d'entre nous avait quelque chose d'irréductible, même si on se parle, on se dit des choses, on communique. En fait, il y a toujours quelque chose qui reste, qui est irréductible chez chacun d'entre nous. Et ça m'a toujours... je me suis toujours amusée à me mettre à la place des autres, à essayer de m'expliquer qu'est-ce qu'il y avait sous leur peau, qu'est-ce qu'il y avait dans leur tête aussi. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours eu depuis très très petite, sûrement parce que aussi j'étais une enfant assez introvertie. Donc, voilà, il se passait plein de choses sous ma propre peau à moi. Après, ma deuxième rencontre avec la frontière, c'est celle des univers sociaux et aussi linguistiques au Maroc, puisque du coup, moi, j'étais dans un lycée français au Maroc, mais j'étais la seule de ma famille à faire partie d'une structure française qu'on appelle encore aujourd'hui la mission, d'ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas le système français qui l'appelle comme ça, mais c'est nous, Marocains, qui l'appelons comme ça. Donc la mission civilisatrice est pas loin. On n'est pas complètement encore décolonisé de ce point de vue-là. Et en fait, au Maroc, le fait de parler français nous met directement dans une bulle, une sphère sociale qui est plutôt bourgeoise, etc., qui est excluante vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que moi, je parlais français dans ma famille, au lycée, etc. Et puis quand j'allais passer mes week-ends chez famille maternelle, et bien, en fait,
parler français était une violence pour les autres qui ne maîtrisaient pas cette langue, parfois se forçaient à la parler, etc. Et puis j'ai très vite rencontré aussi d'autres langues, le berbère, comme parlait ma grand-mère, l'arabe, etc. Et voilà, c'est un pays où vraiment la langue était un marqueur et crée en elle-même des frontières. Et j'ai toujours été très sensible à ça. Et ma troisième rencontre avec la frontière, c'est au moment où je suis partie du Maroc, donc à mes 18 ans. Et là, j'ai découvert encore un autre monde, un monde que je connaissais dans les livres. J'avais une vision très académique de la France. Et donc là, c'était vraiment la rencontre avec ce pays dont j'avais lu plein de choses, imaginé plein de choses. Et je pense que ça a accentué ce rapport à la frontière, c'est-à-dire le fait que j'ai toujours été sensible à comment un territoire pouvait exister avec ses propres codes, avec ses propres manières de fonctionner et aussi son exclusion. Donc, en quoi, quand tu parles français, ça te met dans un territoire dans lequel d'autres personnes ne peuvent pas rentrer. Et là, c'était encore un autre niveau. Et ça m'a aussi, donc je pense que ça a accéléré chez moi l'écriture, le rapport à l'écriture, parce qu'une fois qu'on quitte un monde et qu'on circule d'un monde à l'autre, le livre et l'écriture, c'est ce qui permet de coudre entre tous ces mondes-là. Et donc j'ai très très vite vraiment développé, accentué ce rapport à l'écriture que j'ai toujours eu depuis que je suis en France, donc avec ce média, puis ensuite avec la fiction. Et maintenant, je pense que j'essaye au maximum d'écrire sur la frontière, de vraiment raconter les mondes que j'ai traversés, pas simplement, là on dépasse le côté linguistique, c'est pas juste une langue, c'est vraiment, quand on va dans un autre pays, on se rend compte qu'il y a des systèmes de valeurs, c'est-à-dire que on prend, il y a deux manières, et peut-être qu'on parlera de cet extrait, il y a deux manières de réfléchir, deux manières de réussir, deux manières de mourir, deux manières d'enterrer quelqu'un, et on ne peut pas s'empêcher de ramener chaque chose, en tout cas moi je ne peux pas m'empêcher de ramener chaque chose que je vois aujourd'hui à un système, de la comparer à comment ça se serait passé au Maroc, comment ça se passerait dans un autre pays où j'ai voyagé. Et finalement je trouve ça ludique parce qu'il y a aussi un déchirement là-dedans, forcément quand on n'appartient plus finalement, on n'appartient plus à un seul territoire, on en a plusieurs en nous. Il y a quelque chose de l'ordre du déchirement, mais en même temps quelque chose de très beau, il y a un étonnement. Il y a une joie, donc moi je me considère une déracinée joyeuse qui essaye de danser et d'écrire à partir de la frontière. Voilà, c'est une longue réponse, mais... C'est une bonne réponse, avec peut-être toute la dimension géopolitique de la frontière que tu nous donnes ici, et puis culturelle par rapport aux codes qui peuvent effectivement s'éloigner fortement en fonction du territoire, enfin du côté du territoire sur lequel on se trouve. Alors, pourrait-on dire justement que ton territoire romanesque, qui est très palpable d'un point de vue sensoriel, ça aussi c'est peut-être quelque chose qui marque à la lecture de ton roman, il cherche aussi en même temps, je dirais, à déconstruire certaines mythologies méditerranéennes et de contourner un certain nombre de clichés. Est-ce que c'était une volonté de ta part dans le cadre de ce premier roman ? Complètement. C'est vraiment moi, effectivement, la notion de mythe, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je trouve que c'est intéressant quand l'écrit permet de déconstruire un mythe, de l'incarner aussi, de prendre... il y a plusieurs mythes dans ce roman. Il y a effectivement la terre des origines, qui est à la fois quelque chose qui est vraiment de l'ordre du mirage. On s'approche, elle s'éloigne. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de s'y intéresser. C'est quelque chose qui, quand on a plusieurs territoires en soi, il faut accepter de s'y confronter, de les explorer. Donc ça, c'est un des premiers mythes. Le deuxième que je voulais aborder, c'était le mythe de l'été, qui est quand même une saison qui est magnifique de manière sensorielle, qui rassemble aussi les familles, en particulier les familles qui sont éclatées entre plusieurs pays. Donc l'été, c'est aussi la saison où tous les émigrés rentrent dans leur famille, qu'ils soient portugais, italiens ou marocains. Mais aussi, c'est une saison qui est une saison justement non productive où presque on doit créer des souvenirs ensemble. Moi, ça m'a toujours frappée. J'ai l'impression qu'on dit 1, 2, 3, allez, on va créer des souvenirs, on va essayer d'être heureux. Et après, on doit travailler le reste de l'année, donc il faut qu'il y en ait de bons qui puissent nous faire durer le reste de l'année. Et quelque chose de l'ordre de l'injonction au bonheur aussi, en fait, dans l'été, qui est très forte. Et c'est vrai que la littérature dépeint, enfin en tout cas le cinéma dépeint beaucoup l'été dans une dimension très positive que j'avais envie de gratter un peu derrière. Et puis la famille aussi, donc le troisième mythe qui est plus lié finalement à un autre entre-deux qu'il y a dans ce livre, c'est le passage de l'enfance à l'âge adulte. Et aussi c'est le fait qu'on découvre à ce moment-là, enfin à un moment d'héritage ou juste au moment de grandir, notre famille avec un principe de réalité. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à un enfant et c'est normal, mais il y a un moment où ces choses-là doivent se dire, en tout cas doivent
le personnage principal, mais elle ressent le besoin d'y avoir accès. Et c'est ce qui l'a fait passer, du coup, de l'enfance à l'âge adulte. Et donc, c'est un troisième mythe qui m'intéressait d'aller voir, et en particulier lié à la Méditerranée, parce que les sociétés méditerranéennes, c'est des sociétés où la famille est extrêmement importante. C'est vraiment le cœur de la vie, est rythmé par les mariages, les naissances, les enterrements, tous ces événements familiaux qu'on peut lire dans le livre. Et il y a aussi une manière de vivre qui est très collective, que moi j'aime beaucoup. Moi j'ai vraiment grandi dans ce bordel estival où il y a 10 000 personnes, on ne sait plus qui est qui, de quelle famille sont les uns et les autres, mais on se connaît, on a l'impression de se connaître. Et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de l'absence d'espace pour l'individualité, pour le secret aussi, pour l'intimité, et qui crée aussi un silence qui peut être pesant, mais qui finit par éclater un jour ou l'autre. Donc voilà, c'est ces trois mythes-là auxquels j'essayais que je voulais incarner, derrière lesquels je voulais gratter un peu dans ce roman. Alors ça nous permet de belles transitions vers ton héroïne, mais donc c'est vrai qu'il y a ce paradigme frontalier qui parcourt véritablement ton ouvrage. Et dès l'Incipit, je te cite, « De nos jours, quelque part au bord de la Méditerranée ». D'emblée, les frontières identitaires, dans ce que tu as énoncé à l'instant, c'est-à-dire entre l'âge de l'enfance et puis ce passage vers l'âge adulte, notamment à travers le parcours de ton héroïne mais aussi entre ce coin de Méditerranée qui, lui, est associé à Gaïa, donc, qui est la grand-mère, ancrée fortement sur cette terre, mais aussi la France, de l'autre côté, le pays de l'exil, celui du père. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette dichotomie géographique, sur cet entre-deux, que tu as aimé, en tout cas, parcourir ou en tout cas développer pour ce premier roman ? En fait, effectivement, c'est toute mon intention dans l'histoire part de là, c'est vraiment l'envie de prendre un territoire à la fois très précis, mais imaginaire, puisque je l'ai inventé, Tefle n'existe pas. Il y a des gens qui ont googlé Tefle, ça m'amuse, mais ça n'existe pas. Et donc, en fait, c'est vraiment autour d'une maison familiale qui est située dans ce village, qui est le village de la terre des origines pour les uns et un lieu de vie pour d'autres, et qui va, en fait, au moment de la mort de la grand-mère, devenir, justement, faire l'objet de conflits et passer cette maison va passer du lieu de l'unité, du lieu où on se retrouve, à un lieu de discorde. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment la distance géographique, comment justement le point de départ de vie de chacun de mes personnages leur crée un rapport différent à la maison. Donc il y a ceux qui ne vivent plus sur place, qui eux, c'est presque leur dernier moyen de se raccrocher à ce territoire, cette maison, ce vécu, ces souvenirs. Donc Elio, le personnage principal, Rita, etc., ont un attachement irrationnel presque à ce lieu-là. Il y a une deuxième catégorie qui est Gaïa, Nina, c'est des gens qui ont dédié leur vie à vraiment préserver cet endroit d'un point de vue très concret, très matériel, animer les rondes familiales dans cet endroit. Et puis il y a ceux qui sont sur place, Rita, Camélia, qui eux sont très observateurs forcément de ce qui se passe dans le village, le fait qu'il y a de la spéculation immobilière, que tout le monde construit à tout va, que finalement l'avenir n'est plus vraiment là-bas. Pour une maison, en tout cas, il faudrait peut-être en faire une auberge, un hôtel, quelque chose qui profite de ce passage et de cette spéculation immobilière de manière aussi pécuniaire, en fait, et qui aussi, en fait, pour Camélia, cherche à en partir sans y arriver pour des raisons qu'on découvre ensuite dans l'histoire. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est comment un lieu peut se raconter de manière différente en fonction de ces points de vue-là, un même lieu, et d'autant plus quand la narration principale, donc la narration officielle, qui est celle de Gaïa finalement dans cette histoire, la narration de la grand-mère, qui elle tricote entre les uns et les autres, essaie de trouver des arguments pour que ça reste un lieu important. Quand elle s'en va, la ronde familiale est rompue et les gens ne veulent plus se reprendre par la main parce que chacun raconte justement une narration concurrente. Moi, cette maison, j'y ai pas vécu comme j'aurais voulu, j'y ai pas fait ce que je voulais, ce que dit Rita. Elio, qui lui revient dans cette maison et qui est adoubé, qui est idéalisé, qui est un peu la star en fait du village, donc qui a aussi un rapport différent. Enfin voilà, donc c'est un peu ça que je voulais raconter. Alors c'est vrai qu'on est également frappé à la lecture de ton roman par l'importance donnée au lieu, au sens géographique et au paysage en particulier, quasi immersif. Je pense au jardin, je pense au grand figuier, la mer, qui devient carrément un personnage à part entière. Et donc, il y a un traitement véritablement très particulier de l'espace romanesque qui est proposé,
en particulier, tu le disais à l'instant, la maison familiale, qui devient aussi un espace paradoxal, symbolisant à la fois l'unité de la famille et puis, au décès de la grand-mère, ce lieu de récit concurrent, pour reprendre ton expression. Pourquoi ce choix poétique sur le traitement de l'espace romanesque et l'importance, et tu pourrais d'ailleurs peut-être nous lire un ou deux extraits d'éléments forts. En fait, justement, c'est une contrainte que je m'étais mise très tôt dans l'écriture. Je ne voulais pas situer mon roman pour justement déplacer toutes les descriptions sur la maison, sur le figuier, la nature. Et donc, très vite, le côté sensoriel s'est imposé, puisque comme il y a beaucoup de flou aussi dans ce roman, on passe d'un personnage à un autre, d'un souvenir à un autre, il fallait qu'il y ait quelque chose qui rattache, qui soit très charnel, très sensuel, très concret. Et en plus, moi, ce qui m'amusait dans ce roman, c'est aussi de coudre ensemble des lieux que j'ai traversés moi-même. J'ai écrit ce roman en partie à Alicante, en Espagne, à la Casa Mediterráneo, où j'étais en résidence. J'ai écrit en Italie, j'ai écrit en Algérie. J'ai écrit bien évidemment au Maroc, d'où je reviens assez régulièrement. Et finalement, parce que ce qui m'intéressait dans la Méditerranée, c'est que c'est un espace très palpable. Quand on dit Méditerranée, on a tous des images. Et en même temps, ça recouvre tellement de pays, tellement aussi d'écrits différents. Bien sûr, il y a Camus qui a écrit sur la Méditerranée d'une manière magnifique. Et donc moi, c'est ce paradoxe qui m'intéressait. Je me sentais libre à l'intérieur de cet espace d'imaginer, puisque c'est un espace qui est à la fois très tangible et très large. Donc c'est là que la fiction peut commencer pour moi. Donc c'est un peu comme ça que j'ai choisi. Et donc je vais retrouver le passage que je voulais lire. Voilà. Quelques années plus tôt, une grande route goudronnée était venue s'immiscer entre les petites maisons du village. Elle le découpait sans vergogne, d'une largeur bien plus grande que les ruelles qui s'enroulaient à l'intérieur. Entre les maisonnettes, quelques grands terrains vagues s'allongeaient encore où ils pouvaient. Il y avait, dans ce lieu, comme un air de drame. Chaque semaine, les promoteurs immobiliers venaient y faire des repérages. Les mains se serraient derrière les portes, le partage des terres se tramait entre quatre murs. Tefle disparaissait à vue d'œil. La ville avalait tout sur son passage, imposant son rythme de force. Les gens partaient, fuyaient, se convainquant qu'une autre ville ou un autre pays panserait leurs blessures. Tout le monde se passait le mot, et chaque été, on revenait exhiber des réussites. Les belles voitures, les habits neufs, les sourires cousus sur les bouches. Tous les détails qui voulaient dire « c'est mieux ailleurs ». La mythologie était ainsi construite. Loin, on était sauvés. Le territoire seul avait la responsabilité de tout changer. Et petit à petit, la nostalgie de la terre natale se creusait un sillon, déstabilisant les certitudes, sculptant des regrets. On taisait les blessures de part et d'autre, celles des prisonniers de leur terre d'origine, celles des déracinés éternellement nostalgiques. Au milieu de Tefle, un seul café restait ouvert toute la journée sans désemplir. À l'intérieur, il y avait 2 serveurs, habillés comme pour les fêtes, et des dizaines d'hommes à béret qui débitaient des histoires à longueur de journée. Parfois, quelques touristes ou promoteurs égarés s'y arrêtaient pour reprendre des forces. On les reconnaissait immédiatement à la grimace qu'ils faisaient en rentrant, déstabilisés par l'ambiance du café, entièrement décoré de bois et habité d'hommes aux paupières lourdes. Il leur fallait de longues minutes pour voir la complicité qui liait tous ces hommes. Il leur aurait fallu bien des heures pour voir comme ils changeaient de table, déposaient des baisers sur les fronts les uns des autres, s'échangeaient des clins d'œil à chaque nouvelle recrue qui entrait. Le peuple du café était un. Le brouhaha qu'ils tissaient était une unique conversation que seuls les habitués savent déceler. Mais ce que les étrangers ne voudraient jamais voir, c'était la méfiance des hommes aberrés, leurs yeux posés sur un monde en transformation. Les étrangers leur opposaient un optimisme naïf. Ils n'étaient pas là pour ça, ils étaient là pour construire le futur. Il suffisait pourtant de se plonger quelques secondes dans le regard de ces hommes pour y ressentir de la détresse. Tout leur univers flottait dans un paysage en proie à la désertification. Tous les enfants quittaient le berceau pour à peine plus de lumière, quelques lueurs en plus, dans des yeux aveuglés. Qu'y avait-il de mieux ailleurs? Beaucoup de choses, apparemment. Dès qu'on y était, on s'inventait pourtant de nouveaux manques. La mélancolie se repaît de peu. Ce café, aucun des enfants de la famille n'y avait mis les pieds. Le grand-père y avait pourtant passé le plus clair de son temps.
Il se réveillait aux aurores, puis rejoignait le peuple du café pour parler de la pêche de la semaine, des récoltes à venir ou des secrets de famille. Termine sur le secret de famille. Magnifique. On ne s'est pas concerté, mais j'imagine que la question... Elle arrive, elle arrive. Alors, ce roman qui se veut très sensoriel, il interroge aussi la violence des rapports familiaux et des interdits sociaux qui pèsent notamment sur les femmes dans la société. Alors, à travers toute une galerie de portraits que tu nous proposes, puisqu'on a Gaïa, Rita, mais également Camélia, qui incarnent tout au final une certaine destinée préformatée pour le mariage et la procréation, mais qui réussissent à leur manière à imposer en tout cas un matriarcat spécifique. Alors, peut-être une question, finalement, on n'échappe jamais à l'aliénation de sa condition féminine ? En tout cas, en fait, c'est comme tu le dis très bien. En fait, il y a des manières de s'en sortir que chaque personnage va trouver. Mais ce à quoi on n'échappe pas, c'est plutôt au jugement des autres dans ce roman. C'est-à-dire que Camélia, qui va vivre une vie libérée sexuellement, dans sa vie professionnelle aussi, est désignée par Nina comme une fille de l'apocalypse. Donc très fort comme terme, c'est vraiment une fille de la fin du monde, parce qu'elle ne respecte plus les règles. Donc en fait, le vrai sujet, il n'est pas tellement dans les choix de vie, puisqu'ils existent, et que moi j'ai essayé de les décrire comme n'ayant pas de hiérarchie entre eux, mais c'est plutôt le choix qui n'existe pas, puisqu'il y a du jugement, puisqu'il y a un modèle à suivre. Et moi, je crois que, moi, je suis assez optimiste sur ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, on a la possibilité de plus en plus d'avoir des modèles de vie en tant que femme qui sont de plus en plus variés, même s'il reste encore beaucoup de terrain à conquérir. Mais ce que je voulais raconter dans ce roman, c'est aussi un hommage, finalement, aux femmes qui ont choisi de, elles, consacrer leur vie à la communauté, qui sont Nina et Gaïa, et qui, elles aussi, aujourd'hui, ne devraient pas, pour moi, être méprisées par un certain féminisme qui consisterait à dire qu'il faut absolument qu'on se libère par le dehors. Et moi, c'est vrai que j'ai grandi dans mes deux familles, dans des sociétés extrêmement matriarcales à l'intérieur de la maison. Et en fait, souvent, je suis un peu agacée quand on parle des femmes maghrébines, parce qu'on regarde à l'extérieur et on dit, mais avec des hommes dehors, elles ne peuvent pas sortir comme elles veulent, etc. En fait, il faut déplacer le regard, parce que moi, tous mes week-ends, tout mon temps, était beaucoup en famille. On se définit d'abord par la communauté. On connaît pas les métiers les uns des autres. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est très centré sur ce côté vivre ensemble et qui est important. Moi, je trouve qu'on ne devrait pas perdre, tout en, pour le coup, laissant, tout en permettant aux femmes de aussi s'émanciper par le travail, d'aussi surtout avoir accès à l'éducation pour tous, ça c'est évident. Donc dans ce roman, il y a les deux en fait. Il y a vraiment ces deux points de vue. Ce qui est sûr, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles n'arrivent pas à obtenir le modèle de vie qu'elles veulent, qu'il soit plutôt familial, comme Nina l'a choisi, mais finalement personne ne la remercie du fait de se consacrer à la communauté, de s'occuper de la maison, puisque la maison est vendue, elle n'a pas de part dans l'héritage et elle est laissée pour compte. Donc elle veut quelque chose qu'elle n'obtient pas, et inversement, Camélia, qui est jugée dans ses choix, dans sa manière de vivre, aussi de cette manière-là. Donc voilà, moi c'est vraiment, je suis pro-choix, en fait, avant tout. Alors, ton roman aborde aussi la thématique des secrets, des non-dits, à travers le très beau portrait de Nina, d'ailleurs, donc, qui est la fille adoptive de Gaïa, la grand-mère, et qui est tenue justement à l'écart après sa mort. Alors, le lecteur découvre au fur et à mesure de l'intrigue qu'il s'agit d'une enfant illégitime, donc de Gaïa, la grand-mère, ce que l'ONU appelle les enfants fantômes, tout simplement. Donc, c'est ces enfants qui sont nés sans droit, puisque non enregistrés à la naissance. Et est-ce que c'était aussi une volonté de ta part de rendre visible, en quelque sorte, ces invisibles ? Complètement. Ça, je suis très contente de parler de ce personnage-là, parce que pour moi, c'est le personnage qui est auquel j'ai le plus donné dans ce roman, parce qu'en fait, c'est un personnage qui est à côté. Donc là, on a décrit la maison, on a décrit tout ce territoire, et en fait, Nina, elle est à côté, au sens où c'est elle qui s'occupe d'absolument tout, mais elle est invisible, elle n'est pas intégrée dans la famille, elle n'est pas dans l'arbre familial, elle n'est pas, même dans les premières pages, elle est à peine visible en fait, et elle va vraiment prendre une ampleur dans le roman. Il y a des petits détails qui sont glissés sur elle, mais en fait, un lecteur non averti, ou même,
ne lui donnera pas vraiment beaucoup d'importance avant la fin. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de lecteurs qui se retrouvent avec la fin et en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y a une histoire technique de mon côté qui effectivement peut-être voilà, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre où on s'est habitué en fait même à la lecture à se dire bon bah en fait c'est celle qui s'occupe de la maison, d'accord, c'est tout. Et c'était important pour moi effectivement de lui donner une visibilité. Et là dans cette histoire, c'est une enfant illégitime. J'en parlais encore récemment à une rencontre. Il y a des lecteurs qui me disaient en fait bah, moi c'était pas une enfant illégitime mais c'était la cousine d'un tel, la grande-tante de je sais pas qui. Et il y a beaucoup de modèles de femmes comme ça qui même étant rattachées à l'histoire familiale qui vont donner sans recevoir et qui dans cette histoire est vraiment sacrifiée. Et c'était important pour moi même de m'intéresser, enfin de me mettre à sa place. J'ai vraiment fait un travail d'empathie pour essayer de me dire mais ok mais enfin par quoi elle rythme sa vie, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle veut. Et c'est pour ça qu'il y a des phrases à certains endroits où je dis qu'elle, ce qu'elle aimerait, c'était justement avoir un enfant, transmettre finalement et aussi maintenir quelque chose vraiment dans l'ordre de la continuité. Elle ne cherche pas, elle ne comprend pas pourquoi on change de territoire tout le temps, pourquoi on change d'appartement tout le temps, pourquoi on change de... Elle est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la constance, tout comme d'ailleurs la terre, le soleil et la mer qui rythment un peu mon livre. Et elle veut transmettre ce qui n'intéresse plus personne. Il y a cette phrase-là, et ce qui n'intéresse plus personne, dans son cas, c'est justement comment on accueille les gens, comment on s'occupe des plantes, comment on s'occupe d'une maison, comment on maintient en vie toutes ces choses-là qui nous paraissent un peu évidentes et acquises, quoi. Avec une fin brutale pour elle, puisque, comme on le rappelait, ces enfants invisibles n'ont aucune légitimité juridique. Exactement. Donc, même si elle reste la fille de Gaïa, elle est exclue de l'héritage et laissée à la rue lorsque la maison est vendue. Exactement, et ça, pour le coup, c'est un vrai drame dans plusieurs pays. Je ne connais pas les statistiques partout, mais au Maroc, il y a vraiment un nombre d'enfants abandonnés qui est énorme chaque année, et il n'y a pas de paternité qui est reconnue d'ailleurs pour ces enfants-là non plus, même s'il y a des militants qui travaillent dans ce sens. Donc c'est un vrai sujet qui est aussi lié à la manière dont les relations sexuelles hors mariage sont perçues dans ce pays-là. Au Maroc, elles sont pénalisées aujourd'hui. Donc voilà. C'est vrai que je ne m'y suis pas attaquée de manière frontale parce que ce roman n'est pas situé, mais il est sorti un peu malgré moi, parce que ça fait partie des angoisses de toute femme, je pense, méditerranéenne, qui sait que ces choses-là existent. Alors, L'Envers de l'été raconte aussi le rapport à l'écriture, outre les questions de société que nous sommes en train d'évoquer, c'est-à-dire de ceux qui écrivent d'abord pour se confesser, en l'occurrence dans les carnets de Camélia, qui va coucher de lourds secrets sur papier, tout simplement, des choses que l'on n'ose pas dire à haute voix, en quelque sorte. Et d'un point de vue textuel, j'aimerais savoir justement comment ces carnets participent à l'intrigue, puisqu'ils constituent une sorte de journal intime qu'on va retrouver de manière récurrente, s'étalant sur 3 générations, quasiment, de femmes dont l'existence se dessine justement peu à peu. Alors peut-être une question, est-ce qu'écrire finalement c'est un moyen de transgresser les frontières, mais cette fois génériques, ou en tout cas de témoigner? Complètement. C'est vraiment, moi je crois beaucoup à cette transgression des frontières par l'écriture. Je pense qu'elle est double, c'est-à-dire qu'elle est déjà au niveau de soi-même, parce que c'est en écrivant qu'on se rend compte des choses, qu'on les fait exister, qu'on les habille de mots, qu'on leur donne une substance déjà. Et donc Camélia, dans son cas, c'est ce qu'elle fait. Elle a ce rapport vraiment à faire exister des souffrances, les rendre intelligibles. Et après, le deuxième niveau, c'est quand on le partage. C'est pour le coup, dans l'histoire, on se rend compte que sa mère va tomber sur ses carnets, qu'elle va découvrir à travers ce carnet qu'elle a eu elle-même un enfant. Donc c'est une transgression supplémentaire vis-à-vis des autres. Mais en fait, presque Camélia, elle sait en écrivant. C'est comme si en écrivant, elle sait déjà que quelqu'un peut tomber dessus, même si elle le garde pour elle. Donc, il y a cette prise de conscience double de j'ai écrit quelque chose, donc ça le fait exister, et en plus, quelqu'un va peut-être le lire un jour, même si j'ai pas prévu que ce soit le cas. Et aussi, l'écriture, c'est quelque chose ça raconte le silence, en fait. L'écriture, enfin, en tout cas, un roman, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que les longs silences, les silences pesants, pour moi, les mots ne suffisent pas à les raconter, à les épuiser. Et l'écriture permet de leur donner une substance, de raconter de la complexité, d'avoir des points de vue différents, de faire aussi comprendre aux autres des choses par l'empathie, parce que quand on lit, on est obligé de se mettre à la place d'un personnage.
Et c'est ça que je trouve très puissant. Et c'est une manière finalement pour moi, l'écriture, c'est une transgression douce. Parce qu'il faut accepter les règles, on rentre. C'est un livre, c'est pas une image, ça ne s'impose pas à soi. Il faut aller le chercher quand même. Et une fois qu'on a attrapé le lecteur, là on peut vraiment aller vers de la transgression des sujets auxquels il n'a pas prévu d'assister, des scènes où on ne demande pas son avis vraiment. Et aussi, il met de lui-même. Donc il y a quelque chose de... ça va dans les deux sens. Alors en filigrane, on trouve dans ton roman la référence à un grand écrivain français qui est Albert Camus. Alors au détour d'un dialogue, je te cite « Tu es comme Camus avec nous, tu nous fantasmes sans t'intéresser à ce qu'on est ». Alors pourquoi cette référence intertextuelle à l'été de Camus peut-être? Et est-ce qu'il faut y voir peut-être aussi en creux la formulation d'un risque littéraire, à savoir le fait en tout cas le reproche qui est fait parfois aux écrivains maghrébins d'expression française d'une exoticisation de leur pays d'origine. Ça, on l'entend aussi dans la critique journalistique, ça peut être un risque. Complètement, c'est tout à fait ça. En fait, moi, c'est un écrivain qui m'a bouleversée, dont j'ai beaucoup aimé pour le coup les tout premiers textes et les tout derniers. Donc, je trouve qu'il y a une sincérité, même dans Le Premier Homme, qui est moins connu, qui est magnifique parce qu'il parle de l'Algérie. Il y a quelque chose qui est très sensoriel, sincère, moins construit aussi, que je trouve super intéressant. Et la référence, effectivement, c'est aussi une autre intertextualité. C'est Kateb Yassine, écrivain algérien, parmi les premiers écrivains algériens d'expression francophone, qui dit que dans les textes de Camus, on ne voit pas les Algériens. Et les Algériens au sens les Arabes, pour être très précis. Et en fait, oui, ça m'amusait d'avoir ce niveau de lecture-là, qui n'est pas le niveau de lecture le plus important de mon roman, mais de s'interroger sur qui a le droit de raconter et en fonction du territoire de destination. Et donc, effectivement, moi, je rejoins complètement cette auto-exotisation dans laquelle on peut tomber. Moi, j'essaye de ne pas le faire. Et c'est vrai que quand on est entre deux, il y a aussi cette image d'Edouard Saïd que j'aime beaucoup, qui est donc un des précurseurs le père du post-colonialisme, qui dit que les écrivains qui viennent d'un espace anciennement colonisé sont des amphibiens. Donc ils doivent à la fois savoir se comporter sur terre et dans l'eau, c'est-à-dire que justement ils sont sur cette frontière et ils ont des attentes de chaque côté. Donc d'un côté on leur dit on devient diplomate en France quand on est auteur. Alors le Maroc, comment ça se passe, comment sont les femmes là-bas, alors que j'ai 29 ans et je ne sais pas, et en plus c'est pas mon travail. Et inversement, moi au Maroc on m'a dit mais en fait c'est le Maroc quand même ce roman. Ils avaient envie en fait qu'il y a une fierté aussi, et il y a aussi des sujets qui sont peut-être encore tabous aujourd'hui. Donc c'est très difficile de ne pas être le pantin des attentes. Et donc voilà, la référence à Camus, elle est liée aussi à ça, puisque dans Camus, effectivement, moi quand j'ai lu L'été, j'ai trouvé qu'il y avait des choses très très belles, dans lesquelles je me suis beaucoup beaucoup reconnue. Et en même temps, il parle vraiment de race, née du soleil et de la mer. Il dit cette race est indifférente à l'esprit. C'est quand même un peu dur de dire que tous les Méditerranéens sont indifférents à l'esprit. Alors, il a écrit à 23 ans ce texte, donc voilà, on peut replacer dans son contexte, mais c'est vrai que j'avais envie de raconter ma propre fantasmagorie de la Méditerranée à mon tour. Alors, je souhaiterais revenir sur cette question de l'entre-deux, mais cette fois peut-être sous l'angle de la frontière linguistique qu'on évoquait. Est-ce qu'il est facile, en tant qu'écrivaine marocaine vivant en France, de faire le choix tout simplement d'écrire dans une autre langue que la sienne? Est-ce que la question du français comme langue d'expression littéraire s'est faite naturellement? Oui, mais tout en sachant que j'ai toujours... moi, c'est ma langue, c'est vraiment une langue que j'habite, qui m'a accompagnée. J'ai vraiment grandi dans un univers bilingue, donc le choix, c'est pas... il y avait pas... C'est une de mes langues, en tout cas. Mais alors, pourquoi celle-ci? Pourquoi celle-ci? Parce que... Alors, c'est très... c'est tout un sujet, mais ça m'intéresse d'en parler. C'est qu'en fait, mes deux autres langues... il y a des autres langues que j'ai apprises, mais mes deux autres langues, c'est l'arabe marocain et l'arabe classique. L'arabe classique, c'est une langue qui n'est pas parlée. C'est comme si en France, le latin était la langue des médias, de vos livres. Si on ouvrait un livre, il serait écrit en latin. Et par contre, on parlerait tous français. Et ça, c'est ce qui se passe dans le monde arabe.
Et donc, en fait, c'est une langue déjà dans laquelle je ne réfléchis pas, je ne rêve pas, voilà. Je sais la lire, je sais l'écrire, etc. Donc déjà, cette langue-là, c'était évident que je n'allais pas écrire dans cette langue-là, parce qu'en plus, elle est très, très dure, grammaticalement, etc. Donc mon autre langue, qui est vraiment pour le coup ma langue maternelle, c'est l'arabe marocain. Et en fait, c'est une langue qui n'est pas écrite. Donc c'est tout l'inverse. Donc c'est une langue qui est orale, on rêve dans cette langue, on s'exprime dans cette langue, mais elle n'est pas écrite. Alors, elle a été écrite, il y a eu des projets, il y a eu des revues journalistiques, il y a eu quelques romans qui ont été écrits, beaucoup de poésie, ce qu'on appelle le zajel, qui existe depuis le XIVe siècle au Maroc, mais en fait, ça c'est un sujet qui est commun à tous les pays du monde arabe, hein, c'est pas juste le Maroc. Et cette langue, mais par contre, donc, et en fait, ce qui m'intéresse à plus long terme, c'est d'introduire, comme d'autres écrivains l'ont fait d'ailleurs, il y a Didi Salver qui l'a fait avec l'espagnol, Céline qui le fait avec des termes en arabe aussi, et des termes de partout, dans Voyage au bout de la nuit. Il y a du bzef qui vient du marocain, enfin du maghrébin. Et donc, c'est d'introduire dans le français petit à petit cette diversité-là. Elle est un peu présente dans les dialogues de ce roman, mais comme ce n'était pas le projet, elle ne s'y retrouve pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller explorer cet univers linguistique, et j'ai commencé à écrire aussi en arabe marocain, qui n'est pas une langue écrite. Donc voilà, il y a ces deux projets. Écrire en arabe marocain, qui n'est pas une langue qui n'est pas encore écrite, donc le champ est complètement libre. Et puis petit à petit, trouver une langue à travers d'un récit à l'autre pour raconter justement cet entre-deux, que la langue puisse le refléter tout en restant accessible. Donc c'est un vaste projet, mais il va me faire tenir quelques années, je pense. Un beau défi. C'est ça. Un beau défi littéraire. Alors, j'aimerais te demander également quelle est ta perception, en tout cas ta définition de la création littéraire, puisque comme tu le sais, nous avons des étudiants qui sont en cours de création littéraire. Et en partant peut-être d'une de tes citations, puisque tu as déclaré, mais cette fois pas dans ton ouvrage, mais dans une interview, « La littérature est un moyen pour moi de coudre ensemble les mondes que je traverse. » Donc là, il faut que je définisse mon rapport à la création littéraire. Oui. D'accord. Oui, en fait, c'est vrai que c'est un petit peu ce que je disais déjà maintenant. En fait, c'est vrai, pour moi, écrire, c'est créer presque un nouveau territoire en soi, où des mondes, des expériences, des rencontres, des langues peuvent se retrouver, se marier et exister en soi, c'est-à-dire avoir leur propre autonomie. Je racontais encore il y a quelques minutes comment un lecteur m'avait donné son interprétation du livre, parce qu'à un moment, il y a une ellipse sur la vente de la maison, et il me disait « Ah mais non, mais en fait, presque, t'as pas compris, en fait, c'est Rita qui voulait vendre, c'est pas Elio, etc. » Et j'ai trouvé ça génial. Je trouve que c'est vraiment un territoire en soi, c'est un territoire auquel d'autres personnes peuvent se rattacher. Il y a quelque chose d'un peu, un peu poétique là-dedans aussi, mais moi, j'y crois vraiment. Et c'est vrai que, par exemple, pour ce roman, de manière très concrète, j'ai pu le faire lire, du coup, à mes amis ici, à ma famille là-bas, et ils ont compris des choses, les uns sur les autres, sans le savoir, qui n'avaient pas compris avant. Et j'avais beau raconter une fois, deux fois, trois fois, c'est pas pareil. Une conversation, c'est pas pareil qu'un livre. Un livre, ça vous fait vivre des choses de manière très concrète, juste par l'imaginaire. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je pense que un livre, c'est effectivement ça, c'est faire exister un monde qui est le produit de plein de mondes qu'on traverse, qu'on voit, et aussi donner la liberté au lecteur d'y mettre ce qu'il veut, en plus. Alors avant de passer à l'échange avec le public dans la salle, et aussi peut-être en écho, en tout cas à la rencontre que nous allons mener ce soir à la librairie du Hall du Livre à Nancy, un autre rituel de notre cycle, c'est bien sûr ce qui concerne ta bibliothèque idéale. Tu as déjà donné quelques noms d'auteurs, mais si tu devais nous faire une petite liste, ou en tout cas des romans qui ont bouleversé ta vie ou transformé ta perception du monde. Alors oui, donc j'ai dit Voyage au bout de la nuit, ça c'est vraiment quelque chose qui... c'est un livre qui m'a complètement marqué. Il y a aussi donc Camus, et il y a aussi un livre d'un écrivain marocain qui s'appelle Mohamed Chokri. Le livre s'appelle Le pain nu, et je l'ai lu, à 14 ans. Et en fait, quand je dis la littérature est dangereuse ou transgressive, c'est vraiment ce livre-là qui me l'a montré, puisque j'étais une grande lectrice, je lisais beaucoup de Zola, assez jeune, etc. Et au moment où j'ai pris ce livre à la bibliothèque de mon lycée, mes parents m'ont regardé, l'air de dire « Qu'est-ce que tu lis là ?»
parce qu'en fait, c'est un livre d'un écrivain qui raconte, qui est analphabète, qui a appris à écrire tout seul, qui raconte sa vie dans les quartiers de Tanger, sa découverte de la sexualité dans les bars, avec des prostituées, des Occidentaux qui lui demandaient des services sexuels et qui le payaient. Enfin, c'est extrêmement dur. Et c'était nous, c'est-à-dire que quand je lisais Zola, il y avait bien sûr plein de scènes sexuelles, mais c'était pas nous. C'est wow, ouais, c'est pas grave. Et puis c'est Zola quand même. Donc, et c'est là où je me suis rendu compte qu'un livre pouvait me faire rentrer dans des lieux qui m'étaient interdits, qu'on me disait de ne pas trop regarder. Et je trouve que c'est fou quand un livre peut faire ça. Et donc dans cette école-là, il y a un auteur que j'aime beaucoup aussi, même si parfois il m'exaspère, c'est Michel Houellebecq, je dois l'avouer. Je trouve que pour le coup, il y a une sincérité et une transgression dans son écriture qui est hyper actuelle et que je trouve hyper intéressante, même si politiquement, je ne suis absolument pas d'accord avec lui. Et un dernier, peut-être Kamel Daoud, c'est beaucoup d'hommes, là. Kamel Daoud, qui a écrit un livre qui m'a beaucoup marqué aussi, peut-être d'ailleurs dont est inspirée l'intertextualité de mon roman, il s'appelle Meursault contre enquête. Et lui, il a pris L'étranger de Camus et il a donné parole à l'arabe, qui n'a pas de nom d'ailleurs, il s'appelle juste l'arabe, dans L'étranger. Et il raconte sa vision des choses. Donc moi, c'est les livres qui font ça me marquent. Il y a après, peut-être une dernière pour avoir aussi une femme, Fatima Mernissi, qui est une sociologue marocaine, qui a beaucoup écrit sur les femmes, sur les femmes dans l'islam aussi, et qui a une vision extrêmement moderne de comment réformer aussi l'islam pour qu'il puisse juste être beaucoup plus féministe. Il y a des passages qui le sont dans le Coran, d'autres qui ne le sont absolument pas. Donc c'est une des lectures aussi qui m'a marquée plus jeune. Merci beaucoup. Alors, on passe aux questions dans la salle de nos étudiants. On vous écoute, bien sûr. Est-ce que c'est pas un peu provocant de parler de déracinée joyeuse, étant donné qu'on connaît l'origine de ce terme de Maurice Barrès avec son livre Les Déracinés, par rapport à votre livre à vous? Pourquoi ce serait provocant Étant donné les idées d'extrême droite qui en ressortent, les idées nationalistes et françaises qui ressortent du livre des Déracinés, je trouve que c'est un peu antithétique avec vos idées dans ce livre que vous pouvez faire ressortir. Alors, je ne savais pas du tout que ce terme était utilisé par ailleurs. Après, moi, je pense que c'est à chacun s'approprier son vocabulaire. Moi, justement, je pense que c'est intéressant que ce terme soit utilisé par ailleurs par d'autres personnes qui ont des opinions politiques différentes, pour qu'il ne soit pas juste la propriété de quelqu'un qui diffuse des idées comme ça. Donc, honnêtement, je ne connaissais pas la référence, mais c'est vrai que pour le coup, ça part d'un sentiment très sincère qui vient de mon vécu. Mais je ne savais pas qu'il était provocant, mais je vais rajouter ça quand je le dirai. J'ai lu sur vous que vous aimeriez faire une revue du nom de Darija, c'est ça, et que votre genre de prédilection est quand même la fiction. Mais est-ce qu'il y aurait un autre genre littéraire qui vous intéresserait pour travailler plus tard, par exemple ? C'est super intéressant que vous soyez tombé sur cette information. Oui, complètement. En fait, quand je parlais de la langue tout à l'heure, qui n'était pas écrite, justement, là, je travaille plutôt sur une casquette journalistique, sur un hors-série du magazine que j'ai créé qui parle des artistes jeunes africains du Moyen-Orient, justement, qui raconte en quoi cette langue-là, c'est une langue de culture et une langue de dialogue aussi, puisqu'en fait, tous les Maghrébins du monde, en fait, la parlent sans l'écrire, puisque c'est une langue qui s'est transmise aussi à travers l'immigration. Donc, c'est aussi une langue de lien entre les Maghrébins d'ici et d'ailleurs. Et aussi, on veut faire un appel à texte pour justement récupérer des textes que les gens auraient écrits dans cette langue. Donc ça, c'est effectivement, c'est un projet qui est plus journalistique. Et je pense que oui, complètement, moi, j'ai très envie de continuer à faire des choses journalistiques, voire activistes, culturelles, à côté, parce que je trouve que les idées, c'est bien, mais l'action, c'est bien aussi. Et sur ces sujets-là, il y a tellement de choses à faire que oui, complètement. Donc ça, je l'ai fait en parallèle je continue à faire en parallèle de mon écriture, mais j'espère m'y consacrer encore plus plus tard. Et donc cette langue-là s'appelle la Darija. Donc bravo d'avoir fait le lien direct. Oui. Vous avez dit que votre livre il était rythmé par la terre, la mer, le ciel.
on voit facilement la Terre avec les origines, mais aussi le personnage de Gaïa. Et comment vous expliquez la mer et le ciel, du coup Oui. Alors oui, en fait, donc c'est les trois parties du roman, c'est terre, soleil et mer. Et donc effectivement, ça suit une progression logique au départ, puisqu'en fait on enterre la grand-mère, donc c'est vraiment, on part de la terre pour ouvrir le roman. Ensuite, le soleil, c'est plutôt dans les descriptions qu'on le voit, mais en fait c'est un soleil qui est un soleil à la fois aveuglant, qui a pu aveugler la famille sur les secrets, et qui ensuite va devenir cuisant, il est aussi brûlant en fait. C'est un soleil qui est au début assez lisse, assez beau, et petit à petit il se transforme un peu dans cette deuxième partie. Et dans la dernière partie, c'est la mer, et la mer va submerger un peu finalement cette famille ou ce village à travers la scène finale du roman, où d'ailleurs Nina est décrite vraiment à travers ces trois éléments, c'est celle qui les incarne le plus. On dit d'ailleurs qu'elle sent la terre, on dit qu'on ne sait pas que personne ne l'avait vue rentrer, peut-être qu'elle venait de la mer. Donc il y a ce jeu sur Nina qui est décrite à travers ces éléments-là. Donc voilà un petit peu pour l'explication de la structure. Alors justement, j'avais une question sur Nina, et vous avez fait la transition pour moi, donc je vous en remercie. Dans la dernière scène, elle apparaît effectivement, pour moi, comme un fantôme. Je l'ai vraiment pris comme une apparition très spectrale, qui a un côté très qui hante. Et est-ce que vous envisagez ça comme une certaine forme de déterminisme qui vient rechercher, comme un secret de famille qui est passé à la 3e génération? Est-ce que vous le voyez vraiment comme la prolongation vers la génération suivante qui marque cette famille? Ouais, c'est hyper juste ce que vous venez de dire, c'est vraiment ça. En fait, je l'ai écrite, c'est vrai que le roman est très réaliste et il y a petit à petit un décrochage vers la fin où il y a un peu de mysticisme, et en fait, je voulais qu'elle puisse être imaginée par certains lecteurs, en tout cas comme un fantôme, comme quelqu'un qui est lié aux éléments mais qui n'existe pas vraiment, et qui va presque récupérer ses petits. Donc le dernier, là en l'occurrence c'est la fille de May, mais avant il y a le personnage de Layla qui est la fille de Camélia, mais adoptée par une autre famille, qui pareil, qu'elle va chercher. Et pour moi c'est une allégorie de la terre aussi en fait, c'est la terre des origines ou des identités, elle nous rattrape, elle nous réclame. Il y a une phrase au tout début du roman où je dis ils revenaient tous à la terre où l'on enterre, où l'on revient lorsque c'est fini, lorsque l'on célèbre ou que l'on pleure, donc pour les mariages, pour les enterrements. La terre les réclamait tous un jour ou l'autre. Alors bien sûr, il y a la terre, la mort, mais vers laquelle on va tous aller un jour, mais c'est aussi la terre, vraiment au sens de la terre des origines, qui nous réclame. Donc je trouve que voilà, l'interprétation est tout à fait juste. Ouais. Du coup, vous avez écrit finalement une histoire à propos d'une jeune fille qui vit l'histoire inverse de la vôtre. Et pourquoi, en fait? Effectivement, c'est tout à fait ça. Parce que je me trouvais moi-même dans une situation où j'avais l'impression de pouvoir comprendre les deux points de vue, comprendre le point de vue de quelqu'un qui a grandi dans un pays que beaucoup de gens quittent, un pays d'émigration comme le Maroc. Et en particulier, j'ai passé beaucoup de temps à Tanger, donc c'est une ville, peut-être si vous connaissez, au nord du Maroc, où en fait, à l'époque où les avions étaient très chers, tous les Marocains du monde passaient par Tanger, donc c'était un déferlement de voitures de plein de pays du monde. Donc, et nous, sur les plages de Tanger, et pour le coup, c'est vraiment vrai, avec mes cousines, on voyait autant de Marocains du monde, qui d'ailleurs ne comprenaient pas pourquoi nous, on parlait si bien français, donc on s'amusait à être belges. Donc ça, c'est une vraie scène, parce qu'en fait, les gens du bled, ils ne savent pas parler français, ce qui est faux, puisque j'en suis la preuve, et il y a plein d'autres preuves. Donc il y avait ce point de vue-là. Et en même temps, comme ça faisait 10 ans que j'étais en France et que j'étais dans cet aller-retour-là, je me sentais proche du regard de ces Marocains du monde, ou de ces émigrés qui voient des choses que les gens qui sont sur place ne voient pas. Mais ça vaut pour tous les territoires, en fait. Quand on vit à un endroit, on ne regarde plus les murs, on ne regarde plus la nature. C'est un décor qui nous semble juste évident et acquis. Et je sentais l'urgence de raconter les deux tant que j'avais les deux, puisque plus on vit à un endroit, ma mémoire du Maroc allait aussi s'en aller, donc c'était aussi l'urgence de la garder. Et aussi, j'avais envie d'écrire une fiction, je n'avais pas du tout envie de raconter ma vie, je voulais avoir plusieurs projections, et quelque part, Camélia et May sont quasiment le même personnage. C'est un personnage qui n'a pas eu les mêmes conditions de départ, qui ne vit pas au même endroit, qui a une personnalité différente, et elles vont avoir une trajectoire complètement différente à partir de ce même point de départ-là, si on peut dire.
Donc ça m'a, en fait, c'était la condition de possibilité de faire de la fiction et pas de l'autofiction, justement, quelque chose qui puisse m'emmener vers d'autres choses que ce que je connais. Avec ce jeu sur la double focale en permanence. Exactement, ouais, c'est ça. Et est-ce qu'en arrivant en France, vous avez connu un peu un choc des cultures comme ce qu'a vécu May en arrivant là-bas, ou une sorte de voyage initiatique qui vous aurait inspiré pour votre roman? Alors c'est ça qui est assez marrant, c'est que je suis arrivée en France à 17 ans même, en fait, juste après le bac, et j'ai pas eu de choc du tout. Mais c'est presque ça le choc, c'est-à-dire que j'étais déjà en France, au Maroc. Donc c'est vrai, quand je disais qu'on était dans un lycée français et tout, en fait, bien sûr, j'avais pas accès à la culture populaire, aux références populaires, mais toutes les références académiques, je l'avais, la langue, je l'avais. D'ailleurs, ça étonnait les gens, ils me disaient, mais t'as pas d'accent, etc. Enfin, j'ai une intonation, mais c'est vrai que... Et en fait, c'est presque ça qui m'a fait prendre conscience que j'étais peut-être pas au Maroc vraiment avant, et que j'avais été dans un endroit qui est francophone et qui est déconnecté aussi peut-être de certaines réalités. Donc c'est arrivé plus tard, en fait. Voilà, c'est peut-être juste parce que c'était justement, donc c'est à ce moment-là que j'ai créé mon média aussi, parce que c'était pendant les printemps arabes, j'avais cette urgence de faire quelque chose, même en n'étant pas sur place. Et ça a fait que je me suis, à distance, encore plus connectée peut-être au Maroc que je ne l'étais, parce que aussi, il y a ce que je disais, en fait, c'est un pays en voie de développement et anciennement colonisé, où en fait, il y a une hiérarchie des cultures. Donc, on va mieux connaître la France que l'Algérie, par exemple, qui sont juste à côté de nous, qui parlent la même langue que nous. Bon, après, il y a des raisons politiques aussi, mais c'est... Et donc, ces échanges sud-sud-là, en fait, ils ne sont pas très, très présents. Et donc voilà, j'ai récupéré petit à petit, justement, j'ai renoué un lien avec le Maroc un peu différent en étant en France, en fait. Tout à l'heure, on parlait de votre métier dans le domaine des technologies civiques. Est-ce que ça a un lien avec votre écriture? Est-ce que vous avez un lien entre les deux activités? Qu'est-ce que c'est déjà? En fait, donc, je travaille pour une boîte de conseil qui est à moitié, on est à moitié des développeurs et à moitié des consultants. Moi, je suis consultante. Et en fait, on a un logiciel qu'on utilise pour concevoir, animer, analyser des démarches comme le Grand Débat National. C'est des démarches de consultation avec des questions ouvertes et des forums. Où c'est un peu comme ce que font les sondages, mais sauf que nous, c'est du qualitatif. On ne présuppose pas des avis des gens, on leur pose une question, comment vous voyez la France dans 10 ans, voilà, et puis on prend leur réponse. Et alors, il n'y a pas vraiment de lien, enfin, si ce n'est que je travaille beaucoup sur des projets en Afrique, je travaille avec l'Organisation internationale de la francophonie aussi, donc des clients qui ressemblent, qui sont un peu dans le domaine qui m'intéresse. Après, il y a un lien avec les mots quand même, c'est-à-dire que ma matière première, c'est les mots des gens sur plein de sujets différents et on a des algorithmes d'analyse sémantique, lexicologique qui nous permettent de traiter ces données-là. Mais non, ça n'a pas de grand rapport. Enfin, avec mon écriture. Après, non, peut-être que plus tard, ça fait partie des projets pas tout de suite, d'écrire sur le monde du travail. Je trouve que le monde du travail est un monde qui n'est pas assez décrit en littérature ou pas de l'intérieur. Les écrivains n'ont pas toujours... Justement, Michel Houellebecq le fait très bien pour le coup. Mais des gens qui ont connu le monde du travail et qui le racontent, je trouve que ça manque. Parce qu'aussi, bon, il faut rendre ça romanesque, c'est pas évident. Mais je trouve qu'il y a plein de choses à dire parce qu'il y a vraiment des rapports de force, des hiérarchies, des situations absurdes aussi qui mériteraient d'être racontées, mais ça, c'est plus tard. Mais il y a déjà un deuxième roman en préparation, cependant. Oui, mais qui n'est pas du tout le monde du travail. Je pense que je n'ai pas trop envie d'y plonger tout de suite, en fait. Est-ce que le soleil qui est présent dans votre livre, c'est le même que celui qu'il y a dans L'étranger de Camus? C'est intéressant. Je l'ai pas. Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai conscientisé, mais oui, c'est évident qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est un soleil qui fait faire, qui est à la fois beau et en même temps qui fait faire des choses aux personnages, qui brûle, qui cuit, comme je disais tout à l'heure. Donc, en tout cas, non, je ne l'ai pas écrit pour faire référence au soleil de Camus, mais c'est évident qu'il y a des choses qui doivent venir de là aussi. Dans une interview, vous avez dit donc, que Miguel Bonifoy vous a énormément inspiré. Est-ce qu'un jour vous pensez peut-être travailler avec lui, qui est franco-vénézuélien, ou justement peut-être sur un texte autour des frontières linguistiques ou autour de la langue? Vous me donnez des idées, c'est pas prévu du tout, mais oui, c'est un écrivain qui est d'une générosité immense. Et en fait, je l'avais rencontré à un événement de boursiers, parce qu'on est tous les deux boursiers du même programme. Et il m'a vraiment ouvert des portes. Il a été de bons conseils, même sur le contrat
d'édition. Mais ça, c'est quelque chose que je retiens aussi plus largement, plus universellement, c'est qu'il ne faut vraiment pas hésiter à contacter des gens voilà, dans ce domaine-là pour s'épauler, parce que c'est un monde où il y a une asymétrie d'information qui est assez énorme, où on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas comment on fait pour publier un roman, et il m'a épaulé là-dessus. Donc, pourquoi pas travailler plus littérairement plus tard. Potentielle perspective. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous pourriez écrire un livre en dissociant le côté féministe de la côté esthétique, enfin, du côté esthétique? C'est une très bonne question. Alors, le féminisme de ce roman, je ne m'en suis pas du tout rendu compte. En fait, c'est vraiment mon éditeur qui me l'a dit après. Ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais prévu d'aborder, mais je pense que je trouvais ça intéressant de raconter des personnages féminins tout court, et donc ça c'est sorti comme ça. J'espère pouvoir dissocier les choses, parce que pour moi, un roman, c'est pas un tract, et c'est pas. Enfin, évidemment qu'un roman est politique, il existe dans notre monde, il se positionne par rapport à des réalités politiques, mais moi, ça m'intéresse de maintenir aussi de revendiquer enfin voilà, ce besoin d'écrire pour écrire, de l'art pour l'art, aussi de ne pas toujours s'insérer dans une réalité politique. Et c'est d'autant plus difficile qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. J'ai l'impression qu'on est tiré vers quelque chose qui doit être lié à l'actualité, doit être lié à une cause, doit être lié à... Et je trouve que c'est bien, il faut qu'il continue à y avoir des choses comme ça, mais pour moi, l'engagement... Enfin, le roman n'est pas un territoire uniquement d'engagement. En tout cas, pour moi, l'engagement arrive sous un second plan. Et je me méfie même, en fait, de comment ça peut... Il y a des écrivains dont on voit les parcours qui ont été complètement... dont l'écriture est terrassée par l'engagement, et moi, j'arrive pas à rentrer dans leur livre. Donc, après, c'est un risque qu'on prend, parce que bien sûr qu'on est engagé par ailleurs, je le disais dans mes autres projets. Donc, Autre question pour finir? Comment, du coup, vous conciliez votre métier et l'écriture de l'autre côté? Est-ce que vous considérez ça comme votre deuxième métier, l'écriture de fiction? C'est pas facile. Après, ce qui est vrai, c'est vrai que l'écriture, c'est quelque chose qu'on peut faire de n'importe où, avec très peu de moyens, et ça fait que finalement, c'est un des arts qui peut s'accommoder d'un autre métier, et qui même financièrement doit souvent le faire. Ensuite, c'est vrai que mon activité principale, là, aujourd'hui, elle n'est pas vraiment liée à l'écriture, donc j'espère pouvoir avoir plus de temps pour le journalisme, des choses plus connexes à l'écriture qui se marient mieux avec. Mais par contre, oui, pour l'instant, en tout cas, moi, j'espère pouvoir continuer toujours à effectivement mener deux activités de front. Enfin, l'écriture seule, peut-être que l'écriture va me dévorer et que je ne pourrai plus faire que ça, mais j'aimerais bien être dans l'action aussi, avoir des engagements, de l'associatif, faire des choses qui ne sont pas que sur le plan des idées et des mots. Donc, on verra. Est-ce que le fait que Meg elle est allée dans sa maison, là, justement, pas en été, ça crée justement une autre vision des choses, et qu'il n'y a plus cette habitude d'aller en été et de vraiment voir, on va dire, la réalité, pas imaginer un autre monde vu que c'est l'été, je sais pas. Complètement, si. C'était complètement le choix. En fait, c'était vraiment, d'où l'envers de l'été, c'est parce que concrètement, elle y va hors saison, et aussi parce qu'elle découvre effectivement l'envers du décor, mais oui, c'était... Le choix était aussi de raconter ces endroits-là paradisiaques, mais le reste de l'année, en fait. Que devient Ibiza? Que devient tous ces endroits-là? Et c'est vrai que j'étais à Ibiza hors saison, par exemple. C'est hyper intéressant, parce qu'on voit vraiment les vestiges de l'été qui sont encore là. On voit vraiment les affiches des soirées qui sont toutes décrépites, parce que la pluie est passée derrière, etc. Et ça me fascine, ces mythes en ruine, en fait. C'est pour faire le lien avec les mythes. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et qu'il y a une vérité du territoire qui se dévoile aussi à cet endroit-là de manière très forte. Ouais. En fonction de la temporalité c'est ça. Du passage. Exactement. Quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à l'écriture, et c'est quoi votre processus d'écriture? Alors, l'écriture, depuis vraiment toute petite,
le collège, déjà, j'écrivais des petites histoires que je terminais pas, mais j'ai un certain nombre de petites histoires, de la poésie au lycée, etc. Ensuite, le vrai passage, ça a été justement avec le magazine que j'ai créé au Orient, où là, en fait, je faisais de l'écriture journalistique, mais j'avais aussi des espèces de tribunes qui étaient plus personnelles et qui étaient déjà assez littéraires, en fait. Et c'est la rencontre avec le public. C'est les discussions que j'ai eues après un article que j'ai, enfin, un notamment qui avait été beaucoup partagé. C'est là où je me suis rendu compte vraiment du pouvoir que ça pouvait avoir sur les autres, des gens qui me racontaient leur vie en réaction, etc. Et j'ai trouvé ça fou. Et j'ai été encouragée par des gens qui m'ont dit « mais il faut que tu t'écrives, tu as une plume, etc. » Et c'est comme ça qu'à ce moment-là, l'écriture au sens publication ou l'écriture au sens métier est arrivée. Et donc d'abord par le journalistique. Et après, mon processus d'écriture, on parlait tout à l'heure de 2 types d'écrivains, architectes ou jardiniers. Moi, je suis plutôt jardinière, c'est-à-dire que c'est très touffu, et après, il faut couper. J'ai des boutures partout, et j'ai des plans partout. C'est permaculture presque, après, je les laisse vivre et tout. Je leur impose pas trop de choses. Et non, en fait, j'écris assez régulièrement. J'ai une discipline qui est plutôt dans la régularité, où vraiment j'ai des carnets, où j'écris tout le temps. Et en fait, c'est vraiment sous forme de fragments, parce que je trouve qu'il y a une sincérité dans les fragments, qu'il n'y a pas dans le côté architecture. Et ensuite, c'est un fragment qui va tourner autour d'un sujet où je vais sentir qu'il y a quelque chose qui, moi, quelque chose de brûlant auquel il faut se confronter. Donc là, c'est l'aller-retour sur d'autres sujets. Moi, le prochain sujet qui m'intéresse philosophiquement, parce que j'ai aussi une formation en philosophie, c'est la fuite. Donc, par exemple, c'est la fuite, c'est un grand thème. Et ensuite, je vais le mettre je vais distribuer des émotions sur des personnages. Donc, je donne un fragment à un personnage, un fragment à un autre. Ça me permet de petit à petit construire des personnages à travers des carnets de personnages où je vais imaginer, une fois que j'ai assez d'infos sur les personnages, je vais les imaginer dans plein de nouvelles situations. Donc, que d'ailleurs, ils ne vont pas atterrir dans le roman parce qu'il y en a qui sont chiantes. C'est le personnage qui va au supermarché. Bon, clairement, ce n'est pas très intéressant. Mais moi, ça me permet de le comprendre, ce personnage qui prenne vie. Et ensuite, je fais soit un arc narratif, mais très très simple, soit je me mets à écrire directement. Et là, je vais réutiliser tout ce que j'ai fait sur mes carnets de personnages, toutes mes scènes, mais je vais essayer de créer un lien entre elles, voir à quel moment je place telle ou telle scène, comment les choses se nouent entre elles. Donc, après tout ça va donner un premier jet. Et là, il y a vraiment l'artisanat. Donc, vraiment, il faut aller ciseler, regarder, couper, trier un peu là-dedans. Et ça, en général, c'est vraiment un temps suivi. Ça ne peut pas se faire sur c'est vraiment un mois où je fais que ça tous les jours. Et ça me donne un premier jet que je fais lire à des bêta-lecteurs. Pour l'instant, maintenant, j'ai un éditeur, mais là, peut-être que je fonctionne différemment, mais j'ai des lecteurs très proches qui me donnent des conseils sur 4 grands axes, qui sont l'intrigue, les personnages, le propos et le style. Et donc, j'ai des lecteurs qui regardent, qui ont une majeure, en fait, qui regardent... Voilà, c'est ça. Ça me permet de... Par exemple, vraiment, j'ai des amis qui m'ont beaucoup lu aussi, donc desquels je peux vraiment prendre les retours sans problème, qui s'ennuient, qui regardent que l'intrigue. Donc, quand ils s'ennuient, ils me disent « Là, je m'ennuie, il ne se passe rien, il faut faire quelque chose ». Et donc, je retravaille. Et après, là, ça commence à être montrable. Pour ce roman, c'est à ce moment-là que j'ai envoyé aux éditeurs. Parce qu'en fait, les éditeurs, ils reçoivent tellement de textes que ça va très, très vite. Ils lisent le début, la fin, ils regardent des pages au milieu. Et s'il y a la moindre faute, moindre phrase un peu banale ou voilà, pas très intéressante, ils passent à autre chose. Donc, voilà. Après, ça va peut-être changer, et chaque écrivain a son propre processus. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est un peu ça. Un art du tissage, hein, carrément. Ah oui, oui. Moi, je couds. Mais je ne sais pas coudre d'ailleurs, mais je couds des mots. Du coup, pensez-vous écrire un livre purement philosophique un jour ? Pourquoi pas Après, c'est marrant, parce que je me suis posé la question de faire carrément une carrière professionnelle dans la philosophie. Et justement, ça m'a un peu détourné de l'écriture, parce que le problème de la philosophie, c'est qu'on met plein de choses dans des boîtes. Et donc après, ça paraît... conceptuellement, un philosophe, les romans, ils ne trouvent pas ça très intéressant, parce qu'ils résument hyper vite. Mes amis philosophes les résument hyper vite. Bon, en fait, là, tu as parlé de tel concept. C'est plié, il y a 4 concepts, donc c'est pas très... Et j'ai peur un peu de cet effet-là, en fait, où finalement, ce qui m'intéresse, c'est quand même l'émotion, avant tout. Il y a un peu de concept, il y a des choses qui sont... Mais ce qui m'intéresse, c'est, OK, est-ce qu'on vit des choses ou pas ? Donc c'est pour ça que j'ai finalement abandonné la philosophie, parce qu'elle m'empêchait d'écrire, parce qu'elle schématisait trop mes raisonnements.
Mais peut-être... de toute façon, moi, je me ferme aucune porte, vous avez compris. J'ai décidé de faire plein de choses différentes. Mais peut-être un jour, ouais. C'est jamais. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous auriez fait si la maison d'édition avait refusé votre ouvrage? Est-ce que vous auriez abandonné ou est-ce que vous auriez retravaillé jusqu'à ce qu'il soit accepté? Ouais, c'est une très bonne question. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans cette situation. Je sais... Enfin, j'ai un autre... pas roman, c'est une novella. C'est un format intermédiaire qui a été refusé par pas mal de maisons. Peut-être que c'est le bon exemple sur comment j'aurais pu réagir. C'est vrai que je pense que j'aurais retravaillé parce que je me rends bien compte à quel point, effectivement, ils n'ont pas le temps et que aussi c'est une histoire de subjectivité. En fait, soit on tombe sur une personne qui va accrocher direct, soit on a des refus. Donc, pour ce roman, j'ai eu des refus. J'ai eu deux maisons, mais j'ai eu plein de refus, des gens qui ont justifié leur refus en disant qu'ils n'avaient pas du tout aimé, quoi. Donc, ça fait prendre conscience que c'est vraiment une histoire de subjectivité et de bonnes personnes. Donc, je pense que j'aurais retravaillé, mais pas 10 000 fois. Je pense qu'on retravaille une fois, 2 fois. Après, je pense que il arrive un moment où on se mutile. C'est-à-dire, il y a un moment où on va s'occuper d'une blessure et à un moment, en fait, on fait n'importe quoi. On casse des choses, on enlève trop de choses. Et je pense que ce moment, au moment du retravail, il faut savoir le repérer parce qu'il nuit au texte à un moment, en fait, le retravail. Donc peut-être retravailler une autre fois et ensuite je serai passée à autre chose. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que pour le coup, ce roman, moi, je l'ai écrit, j'ai commencé à 26 ans, 27 ans, j'en ai 29. On n'est plus la même personne, donc on ne sait plus même retravailler ce texte-là, on va trouver ça naïf, on va trouver ça... Donc je pense qu'il faut... Et ça, c'est mon éditeur qui me l'a dit récemment, et je trouve il dit au début, on est très possessif, avec les textes, on n'accepte pas de passer à autre chose, et avec le temps, on apprend en fait qu'il y a un texte nous apprend à en faire un autre, en fait. Il faut accepter qu'il y a des textes de transition, il faut juste continuer, et on le voit, on s'améliore d'un texte à l'autre, on apprend à écrire en écrivant. Donc, voilà. C'était un excellent mot de la fin. On apprend à écrire en écrivant. Merci beaucoup. Merci à vous.